Bonjour, récurrent depuis que la France est en crise, autant dire 1974, la volonté d'encourager le produire en France et toutes les initiatives qui vont avec ressurgissent régulièrement. La dernière en date, les premières assises du produire en France se sont tenues mi-septembre à Reims. Alors pour faire le point sur le produire en France, la belle entreprise a le plaisir d'accueillir Fabienne Delahaye, l'organisatrice du salon MIF Expo, MIF pour Made in France, et John Persanta qui est à l'origine et qui est le PDG du groupe Sphère, dont le titre de gloire est de produire en France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors pour commencer, une question que je suppose assez difficile. Qu'est-ce que le fabriquer en France? À partir de quel moment on peut considérer qu'un produit est fabriqué en France? Alors, vaste question, effectivement. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai créé le salon. En fait, en ce qui concerne le salon, nous, on a privilégié des entreprises qui ont fait le choix de réaliser les étapes essentielles de leur fabrication sur le territoire, en oubliant l'origine des matières premières. Ce qui nous intéressait, c'est vraiment comment elle était complètement transformée sur le territoire. En revanche, il y a un certain nombre de labels, il y a d'autres critères plus parfois sélectifs de caractériser une entreprise qui fabrique en France. Je pense notamment au label OFG, Origine France Garantie, auquel d'ailleurs Sphère a adhéré, et qui là est un label qui certifie que l'entreprise a bien une origine française de ses produits avec un organisme certificateur qui vérifie chaque année l'entreprise. Donc moi je n'ai pas ce niveau en fait d'exigence. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on favorise l'emploi sur le territoire. Il y a après d'autres labels comme entreprise du patrimoine vivant, etc., qui distinguent des entreprises d'excellence. Donc les étapes essentielles sont faites en France. Est-ce que c'est une définition que vous partagez, Monsieur Persanda? Non, pas du tout. Pas du tout, je suis désolé. Je pense qu'à partir du moment où le label Origine France Garantie a été créé, c'est un label qui vraiment, son organe certificateur, le Bureau Veritas, et qui arrive à éviter justement ce galvaudage de Made in France qu'on peut trouver, si vous prenez des voitures par exemple, toutes les Renault sont Made in France? Non. Mais voilà. Mais alors, en revanche, elles sont assemblées ici. Donc, moi, je dirais qu'à partir du moment où vous avez un label qui est contraignant et qui coûte, mais pas tellement cher réellement, et que vous avez quand même 400 entreprises françaises qui y ont adhéré, je pense que là, on a une protection. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on mette une étiquette sur un produit, disons, un petit n'importe quoi dessus, venant de Thaïlande, et il est fabriqué en France. Alors, parce que la société française est celle qui l'emballe. Donc, je crois que de ce côté-là, il faut être beaucoup plus sérieux, de manière à ne pas galvauder le produit. Et ce que vous faites est merveilleux, je trouve, puisque on est dans le même bateau. Hein. Mais ce que je veux éviter, moi, c'est qu'on finisse par dire, oh, bon, ça vaut pas grand-chose, vous voyez. Oui, non, mais j'ai bien dit les étapes essentielles de la fabrication réalisées sur le territoire. Je n'ai pas parlé d'assemblage, hein, je te parle bien de transformation. Je voulais juste dire que la matière première, ça n'a pas été pour nous quelque chose de déterminant. La matière première alors que ça fait partie... Elle est importante, mais je comprends. Mais non, mais elle est importante si la matière première est produite en France. Mais nous avons des produits où la matière première n'existe pas en France, eh bien, elle est éliminée à ce moment-là, puisqu'on ne peut pas la trouver en France. Et à ce moment-là, il faut que 51% de la valeur du produit, si la matière est produite en France, incluse. Si la matière n'existe pas en France, à ce moment-là, exclue. Mais donc, on se rejoint à peu près, mais c'est beaucoup plus contraignant. Et c'est une garantie pour le public qu'on ne se moque pas de lui. Non, mais il peut y avoir des niveaux d'exigence. Il peut y avoir des niveaux d'exigence. Prenons le bio, par exemple. Vous voyez, comme ça va réunir tout le monde, c'est-à-dire que vous avez la certification Écocert, bio, etc. Vous avez le Net Plus Ultra, Déméter ou Nature et Progrès qui sont encore plus exigeants, très, très pointilleux. Et puis, vous avez aussi l'agriculture raisonnée qui est quand même préférable à tout industriel. Et en fait, de la même façon que la désindustrialisation ne s'est pas faite en un jour, de la même façon... petit à petit, on peut monter en exigence. Et c'est vrai que sur le salon, ce qui est très très important, c'est l'information vraie
auprès du consommateur. Et sur le salon, effectivement, on informe, c'est-à-dire que si vous êtes labellisé OFG, c'est écrit, c'est inscrit, on est partenaire. Si certaines étapes sont faites mais que la matière première ne vient pas de France, c'est indiqué, c'est-à-dire que le consommateur... vous voyez, vous avez touché du doigt un problème. Notre seul produit qui n'est pas Origine France Garantie sont les sacs biodégradables. Parce que pourquoi? Notre usine est en Allemagne qui fabrique les matières premières. Donc, comme nous avons des matières premières françaises, nous n'allons pas acheter chez nos concurrents quand même. Donc là, ce produit, on ne peut pas le labelliser Origine France Garantie. On le labellisera Origine France Garantie le jour où nous aurons une production suffisante de matières premières bio pour avoir une usine en France. Mais donc toute notre gamme est Origine France Garantie, tous ces produits-là... Alors justement, vous pouvez en quelques mots, parce que je vous ai présenté comme PDG du groupe Osfer, mais ce n'est pas très parlant, quelle est votre activité? Et rappelez-nous, donc vous, les matières premières, à part les sacs biodégradables, vous les trouvez en France et tout le process est fait en France. Nous sommes le premier producteur d'emballage ménager. L'emballage ménager, c'est sacs poubelles, sacs congélation, film étirable, rouleaux d'aluminium, barquettes aluminium. Tout ça, nous le trouvons en France. Nous trouvons toutes nos matières premières en France de ce côté-là. Seule notre filiale allemande, avec ses matières premières biodégradables, ne nous permettent pas. On pourrait, si on élimine la matière première, dire que c'est du made in France, parce que le sac est fabriqué en France. Mais ça, je trouve que vis-à-vis un de nos concurrents qui fabrique en France la matière première, je pense que ce serait quand même décevoir le public. Donc c'est la raison pour laquelle j'attends d'avoir un marché suffisant de manière à avoir une usine en France. Et là, nous aurons aussi nos sacs biodégradables. Alors, je veux dire une chose, nous sommes leaders européens dans l'emballage ménager. Nous sommes un des leaders mondiaux en biodégradabilité, en plastique biodégradable. Et ça, nous avons la moitié de nos usines en France qui produisent 70% de la production que nous vendons à travers l'Europe. Donc vous êtes une preuve que le produire en France permet d'être compétitif. Parce qu'on peut rappeler aussi, je crois que c'est plus de 300 millions de chiffres d'affaires et combien de salariés? 100 salariés, dont 700 en France, 6 usines en France, 6 usines en Europe de l'Ouest, 5 relocalisations, République tchèque, Italie du Sud, Allemagne de l'Est, Danemark. Donc des entreprises que vous avez achetées à l'étranger, vous avez rapatrié l'activité. Rapatrié en France, dans des usines françaises, qui les ont rendues encore plus performantes, parce que, comme je disais... Mais alors, là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Parce qu'on achète des entreprises à l'étranger, on les fait venir en France, et après on critiquerait des entreprises étrangères qui viennent acheter des entreprises françaises pour les délocaliser à l'étranger. Et d'où cette question, à l'heure de la mondialisation, et quel est le sens de ce débat de produire en France? J'ai 6 usines à l'étranger, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Benelux. Et les usines que nous avons reprises étaient des usines trop petites, beaucoup trop petites pour survivre en tant que telles. Ou alors des usines à problème, République tchèque par exemple, où les gens ne voulaient pas travailler à ces salaires-là. Je comprends tout à fait, hein. Ça ne les intéresse absolument pas, donc ils préféraient se mettre en arrêt maladie permanent. Ou alors, le plus bel exemple que nous ayons eu, c'est un mois de juillet où vous étiez en vacances, il a plu tout le temps. Au mois d'octobre, au mois de septembre par exemple, pendant les 2 mois qui ont suivi août-septembre, j'ai eu 70% d'absentéisme. Alors là, j'ai décidé qu'il valait mieux fermer et rapatrier en France. Donc, de ce côté-là, nous avons des usines qui sont ultra performantes en Italie, en Espagne, qui est en grande crise. Notre usine est ultra performante aussi, mais je dois dire que c'est en France, où on est proche de notre développement, qu'il faut être si on veut se développer et innover. Alors Fabienne, la question que je posais, quel est le sens de votre combat à l'heure de cette mondialisation? Le sens, en tout cas l'utilité, c'est-à-dire c'est devenu un vrai combat, parce que je parlais tout à l'heure de désindustrialisation, donc avec cependant, bien sûr, le chômage, avec cependant la désertification des territoires. C'est-à-dire que produire toujours ailleurs génère des coûts énormes en termes d'emploi, en termes d'environnement aussi, parce que les produits que vous fabriquez à l'autre bout du monde, il faut bien les rapatrier. Donc vous contribuez à augmenter exactement les émissions de CO2, etc. D'ailleurs, ces coûts, entre guillemets, ils sont bien répartis ensuite sur l'ensemble de la collectivité, par plus de charges, par des actions. Ce que vous essayez de mettre en exergue là, c'est que souvent on parle du surcoût du produire en France, mais vous dites qu'il y a un coût induit qu'on ne chiffre pas et dont l'impact est considérable. Absolument, qu'on ne chiffre pas. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on le chiffre, qui est considérable. Donc je parlais de l'emploi, je parlais de l'environnement, on peut parler aussi de la santé. Et ce qu'on sait que, c'est vrai que les entreprises françaises, et d'ailleurs certaines s'en plaignent, et je comprends, répondent à des normes très restrictives.
c'est pas le cas de produits, ça devrait être le cas, mais on importe des produits, quand vous allez au Havre et vous voyez les tonnes de containers qui arrivent, comment voudriez-vous que ces produits soient contrôlés? Combien de métaux lourds, combien de colorants qui sont impropres à la consommation en France et interdits depuis plusieurs années? On a un service de douane qui n'est pas mauvais quand même. Hein. Je crois que nous sommes probablement un pays où nous avons une administration qui est assez extraordinaire de ce côté-là. Je ne dis pas le contraire, sauf que ça c'est absolument impossible. Les mailles toujours, mais absolument. Enfin, je mais crois que... en termes sanitaires, franchement, c'est pas rien. Il y a eu pas mal de contrôles aléatoires qui montrent qu'il y a 30% de produits qui ne sont pas conformes aux normes. Je ne dis pas qu'on va tous mourir à cause mais n'empêche que c'est des plastiques pas conformes, des colorants pas conformes, dans lesquels il y a des allergènes, etc. Donc, voilà, coûts sanitaires, parce qu'on parlait de l'ensemble des coûts. Des coûts aussi on ne se rend pas compte que le fait de ne plus avoir de service après-vente identifiable, parce que comment vous faites pour aller réparer à 10 000 km quelque chose qui devient défectueux, outre le fait que quand on délocalise ou quand on importe à bas prix, généralement, ce n'est pas pour utiliser sur place les matériaux les plus haut de gamme. Donc, j'ai du mal à croire que ce sont des produits durables. Donc, la durabilité, donc, entre guillemets, éphémère, donc, fait que vous devez racheter constamment un produit qui devient défectueux, vous ne pouvez pas le réparer, vous ne trouvez pas de service après-vente. Donc, ça fait quand même beaucoup de coûts. Mais on ne parle pas non plus des coûts subis par les entreprises. Et je pense que c'est un raisonnement aussi court-termiste de toujours tout produire ailleurs. Les coûts sur les brevets. Alors, monsieur est un industriel. 200 brevets. Bravo, félicitations. Le coût, presque un demi-million par an pour les protéger uniquement. Hein. Absolument. Ouais. Et quand vous produisez, quand vous déléguer à 10 000 km votre production, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se faire voler quand même ces brevets? Comment dire, faire respecter à 10 000 km un cahier des charges? Donc, oui, c'est plus difficile d'avoir la main sur la production et d'être sûr de la qualité et de ne pas se faire... Absolument. Et puis comment répondre par exemple à une augmentation des demandes? Vous êtes obligé de produire en grande quantité, donc toujours d'anticiper. Si par exemple vous avez une augmentation de la demande, parce que vous avez un hiver très froid, vous avez besoin de plus d'anoraks, vous ne pourrez pas répondre. Alors que quand vous fabriquez sur le territoire, outre le fait que vous faites travailler les concitoyens, ce qui est quand même énorme, vous pouvez aussi répondre à la demande. Ça fait beaucoup d'arguments en faveur du Made in France. Je suis d'accord avec vous. Vous me rappelez ma petite fille, lorsque nous étions à Londres, on passe devant un restaurant il s'appelle Made in China, il me dit, il doit être très mauvais celui-là. Je crois que c'est fini cette idée-là. Comme les Japonais, il y a 30 ou 40 ans, étaient très mauvais aussi, nous copier, je crois qu'il faut faire très attention. Il y a une évolution. Il y a une évolution très forte, et les Chinois, aujourd'hui les Thaïlandais, etc., sont capables de fabriquer des produits de très haute qualité aussi. Il faut faire très attention à ça, parce que on a ouvert les portes, et vous avez tout à fait raison, et puis petit à petit, ils sont adaptés, ils sont devenus de grands producteurs de très haute qualité. Le seul problème qu'il y a, c'est que s'ils sont en contrefacteurs de brevets, il est difficile de les attaquer dans leur pays, puisqu'ils ont toujours raison, ils ont déposé un brevet bien avant vous, quel qu'il soit. Mais néanmoins, il faut quand même avoir très peur de leur technologie, qui est une technologie très avancée. Quand on voit aujourd'hui l'industrie automobile japonaise, quand on considère, il y a 50 ans, on considérait que c'était des gens capables de copier des montres uniquement. Aujourd'hui, ils sont quand même des leaders mondiaux. Hein. On est associés en tant que Français. De toute manière, notre but, c'était pas de dénigrer tous les pays du monde entier. Ça. Voilà, c'était juste de... Pas du tout. Et alors, je voudrais juste revenir rapidement sur l'histoire du coût. Donc là, on a vu les coûts induits. Et c'est vrai que le consommateur, qui est énorme, et le consommateur n'en prend pas forcément conscience. Je voudrais juste... Alors, juste avant, je voudrais... Elle a oublié quelque chose. Alors, rapidement, Fabienne. C'est la perte de nos savoir-faire. Et est-ce que la richesse d'un pays, c'est pas aussi la somme de tous ces savoir-faire? Et là, on ne peut pas se permettre de les perdre. Voilà, pardon. Et alors, je voudrais juste revenir sur le coût direct d'un produit. Est-ce que ça coûte vraiment plus cher de produire en France que de produire à l'étranger? Alors, si on produit de la même façon que produit à l'étranger, on est mort. C'est-à-dire que nous, il y a 30 ans, nous avions 14 machines dans une de nos usines, avec 120 personnes qui produisaient 4000 tonnes. Aujourd'hui, il y a 14 machines totalement nouvelles qui ont été renouvelées, toujours 120 personnes, ne produisent pas 4000 tonnes, mais 30 000 tonnes. Donc là où moi, je suis 120 personnes, en Chine, ils sont 700, 800, 900. Et les coûts montent au point où mon principal concurrent et confrère quitte la Chine, elle est trop chère. Ils vont au Vietnam, vous voyez. Donc demain, c'est des Galapagos, hein. Il faudrait bien aller ailleurs. Ça veut dire que nous, si je vous suis bien, pour avoir un coût
coût égal à une production à l'étranger, il faut qu'on investisse énormément dans les machines. Énormément. En équipement, en automatisation. On fait une grande investissement en automatisation dans les années qui viennent maintenant. Et vos machines, vous les achetez en France? Parce que sinon, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, l'automatisation que nous faisons, oui, nous l'achetons en France, une société française dans le Nord, mais les machines à production de matières premières, de produits finis, celles-là, elles viennent d'Allemagne. Alors, parce que le temps passe très vite, je voudrais juste qu'on conclue et peut-être un petit message à passer aux consommateurs, parce qu'on a vu là, énormément la production. Quels sont les conseils de bon sens qu'on peut rappeler pour les inciter à acheter français pour encourager le produire en France? Ben moi, je peux vous dire une chose, c'est que la première chaîne de distribution française a pratiquement toutes ses gammes de produits, aussi bien à notre marque Alpha Pack qu'à sa marque à elle, à origine France Garantie. C'est la seule. D'autres, toute notre gamme, nous, sauf les bio, sont origine France Garantie, mais pour faire passer la distribution française en origine France Garantie, c'est très difficile parce que leur problème, ils disent, mais nous voulons de la concurrence. Et si vous êtes le dernier des Mohicans en France, il me faut quand même des Allemands, des Italiens, des Autrichiens pour vous concurrencer. Donc c'est très difficile de faire passer. Je ne peux pas en avoir un qui soit le bon élève origine France Garantie et l'autre non. Donc, mais quand même le leader en France, a passé toute sa gamme en origine France Garantie. Alors on a bien compris, vous êtes vraiment le défenseur de ce label Origine France Garantie. Si vous voulez faire des courses purement françaises et défendre le produire en France, c'est vraiment ce label qu'il faut regarder, Origine France Garantie. Absolument. Et hélas, pour l'instant, c'est que 400 entreprises sur tout le territoire. Pour terminer, je pense que les consommateurs sont de plus en plus convertis à la cause du Made in France. Alors les chiffres du salon en témoignent. On est passé en 3 ans de 80 entreprises à 400 et surtout de 15 000 visiteurs à 40 000 visiteurs qui, pour 70% d'entre eux, achètent. Et achètent notamment, vous savez que moi, Alpha Pack, moi, je ne... Non, mais je ne jure que par ça. S'il n'y a pas d'Alpha Pack à la maison, il n'y a pas de sac poubelle. Non, mais ce que je voudrais dire en terminant, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu un congrès à Reims, et vous avez eu un homme de gauche, Montebourg, avec un homme de droite, Gégaud, qui, main dans la main, ont promu le fabriqué en France et l'origine France Garantie. Je trouve ça extraordinaire que, franchement, maintenant, il y a l'union sacrée vis-à-vis des absolument. Transpartis. Ouais. Merci beaucoup, bravo pour ce que vous faites l'un et l'autre. Je termine pour dire que, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais que le salon MIF, donc Made in France, ça se produit tous les mois de novembre, porte de Versailles à Paris. Allez-y pour soutenir l'économie française. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le souffle de la création et que l'esprit patriote, mais pas trop, vous accompagne. Au revoir.